Nous parlions donc du vaccin contre le coronavirus. L'Afrique aura-t-elle sa dose? Chris Ega, je faisais un peu en tout cas, j'évoquais ces différents candidats vaccins qu'on a. Au-delà de ceux que j'ai cités, Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca et tout, vous avez la Chine également qui a son propre vaccin. Vous avez la Russie qui a son propre vaccin. Finalement, lequel l'Afrique optera? Bon, je ne peux, si je dois citer un cas d'espèce, je parlerai par exemple du Maroc qui travaille avec Sinopharm et qui promet, quand le vaccin serait arrivé à maturité, bien entendu, qui promet par exemple 20 millions de doses au Maroc. Je crois qu'il y a certains pays aussi comme l'Afrique du Sud qui a des capacités de projection en dehors de son territoire, en dehors de l'Afrique, qui a de très très bonnes entrées dans les milieux internationaux de fabrication des médicaments. Et je crois que c'est le... Il y a par exemple le docteur Chouaïb Fechal du Nigeria qui dit que des scientifiques nigérians sont en train de travailler avec des universités, des instituts de recherche pour développer des vaccins locaux qui seront moins chers et plus appropriés à notre environnement. Ça rejoint ce que disait Germain tout à l'heure, oui, absolument. Et nous disons que d'ailleurs, à défaut de pouvoir fabriquer ces vaccins-là, d'avoir au moins un droit de contrôle en termes d'efficacité. En termes d'efficacité, la déclaration du Nigérien est le bienvenu en ce sens que il faut que l'Afrique se prenne en charge, et ça, nous l'avons dit souvent maintenant, il faut qu'on sorte de la rhétorique pour aller vers l'action. Parce que si l'Afrique veut se prendre en charge et faire en sorte que les autres continents la respectent, il faut qu'elle agisse sur les problèmes et non faire une sorte de sous-traitance avec l'Occident. Il faut que, au moins, à défaut de trouver un vaccin aujourd'hui qui soit spécifique au continent africain, il faut, à défaut de cela, au moins avoir un droit qui nous permette de vérifier ce que l'Occident nous envoie. Nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes restés trop longtemps un continent de consommateurs passifs qui subissent les événements, qui n'agissent pas sur les événements. Il faut que nous saisissions cette occasion au moins pour nous responsabiliser. Tu posais la question à Germain tout à l'heure de savoir si l'Afrique a besoin du vaccin. C'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que l'Afrique n'a pas besoin de ce vaccin. Ça, il faut le dire. J'ai suivi un docteur médecin camerounais qui est dans cette thèse-là, qui pense même que les mesures anti-Covid qu'on prend, la plupart de ces mesures-là sont inefficaces. Et au contraire, encourage la contamination. Donc, il y a des gens qui pensent que, vu même ce qui se passe déjà en Afrique, parce qu'il n'y a pas eu d'escalade en ce qui concerne la contamination, et qu'il faut prendre des mesures physiques qui permettent le ralentissement de la propagation du virus, au lieu d'aller vers le traitement chimique qui a aussi ses désavantages, surtout vu les spécificités du cas du continent africain qui ne développe pas la maladie, qui vit finalement avec la maladie. Nous avons plus de 52 000 morts, considérés même déjà par rapport sur le plan continental, considéré déjà à ce qui se passe en France. Je crois que nous sommes nettement en deçà de ces chiffres-là. Mais maintenant, il y a un travail quand même pour dire qu'on ne veut pas du vaccin ou non. Il y a un travail scientifique à faire. Ce ne sera pas seulement une incantation ou bien une déclaration comme celle-là, une déclaration péremptoire que voilà, c'est empirique, comme nous avons très peu de morts, on ne veut pas de vaccin. Il faut que les scientifiques nous disent pourquoi il y a ce ralentissement, pourquoi il n'y a pas eu cette propagation qui a été très crainte à l'époque, au début du démarrage même de la pandémie. Je pense qu'il y a son nom m'échappe, mais c'est un médecin sénégalais qui expliquait, et ça rejoint ce que développait Germain tout à l'heure, c'est que il dit que l'Afrique rencontre 3 grippes par année et que la grippe de mai et de septembre sont des coronavirus. Et qu'en les soignant avec les produits, que ce soit les remèdes qu'on a chez nous ici ou les produits pharmaceutiques, on avait déjà une certaine préparation, notre corps a développé une certaine résistance donc contre finalement ceci qui n'est qu'une forme de coronavirus
une grippe comme toute autre. Oui, ce que je dis, il faut qu'il y ait maintenant une démonstration scientifique. Sa déclaration est belle, c'est vrai, ça honore peut-être le milieu intellectuel africain, mais encore qu'il faut passer à la phase scientifique pour apporter les preuves par A plus B, pourquoi ce sont déjà des cas de coronavirus et surtout nous dire pourquoi pour ce coronavirus ici, coronavirus 19, il n'y a plus de morts. Parce que apparemment, les autres coronas, si tant est que c'était des coronas, ces autres coronas-là n'avaient pas fait autant de morts. Mais pourquoi pour ce coup-ci, il y a jusqu'à 52 000 morts, ce qui est énorme. Il faut qu'on nous apporte une réponse scientifique et non une déclaration d'un scientifique. Ce qui inquiète également beaucoup de personnes, c'est la durée même de fabrication de ces vaccins qu'on veut vendre aujourd'hui, puisque tous les scientifiques, il y a sur New World une émission Covid à vos questions où on fait défiler des médecins qui disent que le délai de production d'un vaccin, le minimum c'est 9 ans. On a un vaccin en moins d'1 an. Du coup, les gens se disent qu'il y a comme quelque chose qui ne va pas. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est pour cela. Donc, maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi les Africains sont réticents. On venait de se dire ici que bon, depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, quand même, si on dit nous ne sommes plus des analphabètes comme dès le début, on a quand même des intellectuels parmi nous, même si on n'a pas de structure, on a quand même des gens. Et nous partons aussi des expériences. Si le délai minimum c'est de 9 ans et qu'en moins d'un an, les gens peuvent produire un vaccin, oui, les gens vont se poser la question. C'est tout comme la dernière fois, on se demande, mais si vous prenez sur vous la responsabilité de dire à une population, ne payez plus, par exemple, les frais d'examen. Alors que pendant des années, on paye les frais d'examen. Ça veut dire que quand on payait les frais des examens, on utilisait l'argent là pour quelque chose. Si on décide de ne plus payer, les gens doivent se poser la question de savoir, quand on utilisait l'argent, qu'est-ce qu'on faisait avec. Maintenant qu'on dit de ne plus payer, où est-ce qu'on va trouver pour mettre là-bas. Voilà, parce que quand vous ne vous posez pas de ces questions, vous pouvez penser que tout est facile dans la vie. Et donc, si on revient sur ce que nous sommes en train de dire ici aujourd'hui, en un an, on va dire, oui, la médecine a évolué. Mais non, diantre. Alors, c'est là où les gens se posent la question de savoir cette maladie elle-même. Parce que bien avant elle, il y a eu d'autres maladies. Oui. Nous avons parlé du sida aujourd'hui. 40 ans, on n'a pas encore un seul vaccin. Voilà, le sida. Il y a eu l'Ebola qui a sévi pendant un certain nombre d'années en RDC là-bas, tout ça là, où ça va, ça revient, tout ça là. Et ceci là, c'est 2019, le truc a déclenché. Et à moins d'un an, on dit qu'on a le vaccin. Ça veut dire que quelque part, même si quelqu'un n'a pas été à l'école, je se dis, mais si quelqu'un n'est pas derrière, est responsable de ça, mais comment on peut se dire qu'en une fraction de temps, on peut proposer le vaccin? Encore que nous avons dit tout à l'heure que ces vaccins-là, nous félicitons qu'il y ait des vaccins. Si ça peut véritablement permettre à ce que la maladie disparaisse, c'est une bonne chose. Mais l'inquiétude des gens, c'est que d'où vient véritablement la maladie? Aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas sûrs, ils ne peuvent véritablement pas nous inciter. Il y a eu des rumeurs. Là, on dit, mais c'est en Chine, c'est parti de la Chine. Donc, quand disent aussi que le virus se serait échappé de quelque part, on va jusqu'à incriminer les grandes firmes pharmaceutiques. Il y a des spéculations autour de ça. Lorsque l'humanité entière n'est pas aussi unanime autour d'une maladie, et donc on ne connaît véritablement pas l'origine, comme plein d'autres, les gens ont le droit de se poser autant de questions. Oui, la question reste entière. Il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose qui est derrière dont personne n'est capable aujourd'hui, y compris même les médecins, ne peut pas véritablement nous dire. Donc à partir de cet instant, lorsque vous n'êtes pas si convaincant sur une chose, vous souffrez que ceux qui doivent être bénéficiaires de ce que vous trouvez comme solution puissent tout simplement en douter et que la formation, la communication, la sensibilisation puissent rassurer les uns et les autres pour aller de l'avant. L'Afrique, parce qu'on a dans un certain nombre de pays, dont le Togo, qui travaillent plus sur un remède plutôt qu'un vaccin, est-ce que ce n'est pas l'option la meilleure? Plutôt un vaccin, un médicament plutôt qu'un... Oui, un médicament. Oui, vous savez qu'un médicament est curatif. Lorsque vous avez le mal, vous prenez cela. C'est comme vous avez les maux de tête, on vous prescrit paracétamol, vous prenez ça passe. Ça revient pas. Ça revient pas. Je crois que cela est toujours préférable, surtout que le vaccin n'est pas efficace à 100%, peut-être à 90%. Même le vaccin, même pas. Le médicament dont on parle, le vaccin
vaccin contre le coronavirus. Je crois que c'est 85%, quelque chose comme ça. Pour ceux qui ont atteint 85% ou bien proche de 90%, on estime que c'est un bon exploit. C'est un bon exploit. Il vaut mieux toujours tendre vers la découverte d'un médicament, ou bien vers la création d'un médicament que de maintenir la recherche à l'étape du vaccin, parce que pour des raisons que je viens de citer. Mais vous savez très bien, lorsque autant de personnes sont concernées par ce virus-là, il vaudrait mieux pour prévoir aller au vaccin. Le vaccin, c'est surtout pour prévenir. Mais n'empêche que la recherche se poursuit pour que nous ayons un médicament pour les cas curatifs. Et je crois que les deux vaccins ou médicaments ne jouent pas le même rôle. Je crois que le vaccin sert surtout à prévoir, parce que quand on va trouver un vaccin tout à l'heure ou bien le vaccin qui est en voie d'être trouvé, ou bien qui est déjà trouvé contre coronavirus, ce n'est pas un vaccin qu'on va inoculer à ceux qui sont atteints de la maladie, mais plutôt à ceux qui sont sains. Ça, il faut qu'on fasse cette différence-là et dire que, mais pour ceux qui se battent toujours contre cette maladie, qui sont déjà atteints, je crois que la recherche doit se poursuivre aussi dans cet aspect des choses pour qu'un médicament soit trouvé. Voilà. Bon, maintenant, rapidement, vous savez que les jeunes aussi ne sont pas véritablement atteints par cette maladie, vous savez les statistiques. Mais je voudrais dire aussi qu'avant cette maladie, il y a eu aussi, souvenez-vous, la vache folle, la grippe aviaire, où on avait tous paniqué, tout ça là. Et finalement, c'est tout ça là conjugué au passé. Nous espérons véritablement que le coronavirus aussi. Lui-même. Ben voilà, c'est en tout cas. Au passé. Le Ghana, pour poursuivre cette émission, à l'issue d'un scrutin extrêmement serré, le président sortant du Ghana, Nana Dankwa Akufo-Addo, a été réélu avec un score de 51,59% des voix face à son adversaire historique qu'il affrontait pour la 3e fois consécutive, l'ancien président John Dramani Mahama, qui recueille lui 47,36% des voix, mais l'opposition rejette ces résultats et entend les contester devant la Cour suprême. Les preuves accablantes disponibles nous empêchent d'accepter cette conclusion fallacieuse et précipitée. C'est ce qu'a déclaré Haruna Idrissou, un parlementaire du Congrès national démocratique, après l'annonce des résultats par la commission. Germain Soussou, ces résultats, c'est ce qu'on peut qualifier de résultats extrêmement serrés. Oui, vous savez, le Ghana aussi est un exemple de démocratie dans la sous-région. Vous savez, quand vous allez aux élections, avant d'aller aux élections, il y a toutes les dispositions. Et dans les fonctions régaliennes de la CENI, ce que nous appelons les commissions électorales indépendantes, il est prévu des périodes quand vous allez aux élections, on proclame les résultats. Et la contestation des résultats font partie des dispositions. La contestation des résultats fait partie des dispositions. Et donc, oui, pendant un certain nombre d'années, on n'a pas véritablement vu ça, mais ce n'est pas que au Ghana, quand il y a les élections, il n'y a pas de contestation. Peut-être que... Justement, c'est ce que beaucoup ne savent pas. Les élections au Ghana ont toujours été très contestées, oui. Violemment. Oui, voilà. Donc, ce n'est pas... c'est pas la première. Oui. Peut-être que, voilà. C'est parce que peut-être que beaucoup de choses sont passées chez nous et maintenant, les gens regardent beaucoup plus pointueux sur ce qui se passe au Ghana qu'ils pensent. Sinon, c'est tout à fait... Et son principal, ce n'est pas la première fois. Vous l'avez dit, ça fait la 3e fois qu'il participe à l'élection. Donc, si les deux s'affrontent. Oui, les deux fois. Oui, bon, alors. Si cette fois-ci, il estime qu'il a vraiment des preuves qui peuvent être recevables, c'est son droit le plus absolu. Mais moi, je pense que le président sortant a réussi quand même à faire un certain nombre de choses là-bas, et qui démontre vraiment que, oui, il peut être réélu. Ça, Mais, encore une fois, on va revenir là-dessus. Et je crois que la démocratie, actuellement en Afrique, il y a des pesanteurs dans les pays qui sont comme les nôtres, que beaucoup de personnes veulent copier. Et ça me gêne véritablement, parce que les pays on est des pays amis, mais on n'a pas véritablement les mêmes cultures. Et moi, j'estime que le Ghana est en train véritablement de régresser si
on ne peut pas vraiment voir les aspects démocratiques et les faire avancer. S'il faut revenir peut-être en jetant le coup d'œil de l'autre côté où les gens, mais j'ai bon espoir que là-bas, il n'y aura pas un troisième mandat. Mais sinon, j'ai vu quand même un certain nombre de choses qu'il a réussi à faire à partir de son programme. Il y a d'autres qu'il n'a pas réussi vraiment à faire. Donc, je crois qu'on va revenir là-dessus. Moi, j'estime que le résultat tel qu'on a donné reflète véritablement la démocratie. C'est très loin de ce que nous avons chez nous, 72 ou finalement 70%. 70,7% des résultats à la soviétique pour une démocratie de 30 ans, c'est pas aussi évident. Si c'est le peuple qui a décidé, qu'est-ce que vous en semble? Ben voilà. Alors, 51,59% des voix, c'est quand même très serré. Il y avait 13 candidats en lice, les 11 autres. Tous les 11 se partagent 1% des voix. Donc, c'est les deux gros morceaux qui sont arrivés devant. Quand le NDC conteste, c'est aussi la voie démocratique. Hein. Bien entendu, et je crois que je voudrais commencer en parlant d'abord des accompagnateurs qui ont voulu, je crois, se positionner par rapport aux candidats de tête, les deux candidats qui font la course en tête, c'est-à-dire le président sortant et le président qu'il avait battu il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Et je voudrais dire par ailleurs que il y a 4 ans, quand Kufuor, qui est au pouvoir, avait battu le président sortant. Celui-ci avait beaucoup contesté. Ce n'est pas la première fois qu'il conteste. Et je voudrais dire que ce n'est pas parce qu'il conteste pour la deuxième fois qu'il ne faut pas non plus le prendre au sérieux. Parce que vous savez, on l'a dit tout à l'heure, la proclamation des résultats est toujours accompagnée au Ghana de vives tensions, mais pas autant que cela se passe ailleurs. Heureusement, ça, il faut féliciter les Ghanéens pour ça. Mais le fait que le président, les contestateurs aient choisi de se plaindre auprès des juridictions, des institutions compétentes, je crois que c'est une avancée en matière de démocratie au Ghana, parce que généralement, ce ne sont pas les rues qui règlent les problèmes d'élection. Les rues sont propices pour la contestation, mais en ce qui concerne même le règlement du litige, ce n'est pas dans la rue que ça se passe. Il faut qu'il y ait des institutions pour ça, et il faut féliciter le Ghana pour ces institutions qui sont en mesure de trancher ces genres de problèmes de façon convaincante, parce que je crois elles ont une certaine légitimité qui leur permettent de trancher entre deux candidats de telle sorte que le combat ne se poursuive pas dans la rue, mais se maintienne au niveau des institutions. Je crois que c'est ce que nous appelons avancée de démocratie dans des pays comme le Ghana. Mais comme on le dit souvent, la démocratie est un organisme, est vivante, et il faut l'assister, il faut la couver, et il faut la suivre comme on suit lait qui est sur le feu. Mais pour le moment, je crois que la différence entre les deux candidats est très ténue. Est très ténue, 51,59%, et 36%, mais je crois que c'est une différence qui donne quand même l'avantage au président sortant. S'il y a des griefs, je crois que ces griefs-là doivent être portés devant les juridictions ou bien compétentes pour que l'affaire soit tranchée. En 2012, lorsque John Dramani Mahama battait Nana Akufo-Addo, celui-ci avait fait recours devant la Cour suprême. La Cour suprême avait mis pratiquement 1 an pour se prononcer. John Dramani était déjà installé dans le corps du pouvoir. On n'avait pas pu renverser les choses. Il faut peut-être dire qu'il fera recours, mais ça ne va pas changer grand-chose. Non, attention. C'est-à-dire que ce que vous dites là, si les 1 an qu'ils ont eu à prendre, il s'était avéré que le contestataire avait raison, mais la Cour... Oui. Ça s'est passé au Malawi. Voilà, donc c'est pas un problème. C'est-à-dire que tu peux être en cours de mandat si la Cour je pense que non, ce qui a été dit. On te dit, monsieur le président, c'est cela que tout est prévu. Mais le mieux est qu'il y ait une célérité dans le processus. Sinon, faire 1 an en plus du mandat qu'on a déjà fait, bon, voilà, c'est aussi ça. C'est quand même énorme. Je crois qu'il y a une culture, je crois, américaine qui va finalement être peut-être copiée un peu dans nos milieux, je crois. Je l'espère qu'au Ghana, l'actuel président ne va pas lorgner sur un 3e mandat, parce que parfois aussi, je vous le dis,
du plus profond de mon cœur, j'estime que quand un nouveau chef d'État arrive, nouvellement élu, un mandat ne lui permet pas véritablement de dérouler ce qu'il a vraiment dans ce C'est pour cela que peut-être qu'aux États-Unis, pas parce que les gens n'ont pas véritablement envie d'échanger, mais on se dit, bon, quand vous êtes nouvellement élu, d'abord, il y a le temps que vous prenez pour vous installer. Il y a ce que votre président faisait qu'il faut, parce que la continuité de l'État, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas balayer du revers de la main, il y a des choses, il y a des réformes que vous allez introduire, et vous ne voyez pas, ce n'est même pas 5 ans, comme c'est 4 ans, et donc 4 ans, c'est vite passé, vous voyez. Et donc, vous allez voir que c'est vers la fin de son mandat que la personne commence véritablement à prendre ses marques. Et parfois, donc, l'électorat voit, oui, il a dit, il voulait faire ceci, mais il a entamé ceci. On peut lui faire confiance, lui permettre quand même de faire. Parce que si vous ne le faites pas ainsi, vous ramenez un nouvel homme, un nouveau président, lui aussi, il va prendre pratiquement les mêmes marques. C'est pour cela que parfois, l'idée d'un premier et d'un second mandat doit rentrer dans le... Bon, nous ne le disons pas pour que les gens se disent, mais non, mais celui à qui on accorde le premier mandat... C'est une question de bilan aussi. De bilan, oui, bon, voilà. Et donc, c'était aussi simple que ça, parce que, vous savez, son second, au vu de ce score-là, jusqu'à preuve de contraire, au vu de ce score, jusqu'à preuve de contraire, si les Ghanéens sont vraiment dans l'optique d'implanter la démocratie, vous verrez qu'à la fin du mandat de celui-ci, bon, jusqu'à preuve de contraire, lui, il pourra peut-être prendre la reine. On se dira, oui, on peut garder aussi le pouvoir en faisant sortir celui-ci, en menant le temps continu. Ça aussi, c'est pas de la... Il faut permettre que celui qui vient en seconde position, presque en seconde, qui a aussi des idées, tenter aussi de lui faire confiance, que lui aussi, pour que la roue au sein de l'État, pour que la démocratie s'implante. Mais malheureusement, quand vous m'excusez de le dire, des pays comme le nôtre, le Togo, vous avez les mêmes personnes qui sont au pouvoir pendant une 50aine d'années. Vous voyez que malgré leur volonté, personne n'y croit. C'est pour cela qu'il faut véritablement instaurer la démocratie et permettre que la roue puisse tourner. Voilà. Nana Akufo-Addo est réélu, mais en tout cas, les résultats qui étaient donnés hier soir, le parti de son rival risque de le dépasser au niveau du Parlement, puisqu'il y avait présidentielle et législative. Voilà. Donc, ça va être difficile pour lui de gouverner si ça se confirme que le Parlement passe au main du NDC. Bien entendu, lorsque vous êtes président, vous n'avez pas le Parlement avec vous, vous n'avez pas l'Assemblée avec vous, c'est comme vous êtes privé de l'essentiel des leviers qui vous permettent de gérer votre programme. C'est-à-dire vous n'êtes plus maître de la gestion du pays, parce que c'est à l'Assemblée que se fait les lois. Lorsque vous avez en tant que président une vision du développement, ce n'est pas pareil avec la vision du développement de votre adversaire qui va, bizarrement, politiquement s'entend, faire tout à l'Assemblée pour vous mettre en échec de telle sorte que à la prochaine échéance électorale, vous ne passez plus. Je crois que c'est là même le sens de la politique, parce que là, si jamais il arrivait que les 16 adversaires soient majoritaires à l'Assemblée, ce sera de la cohabitation. Mais voilà, vous avez laissé tomber le mot, parce que le peuple peut faire le choix de vous envoyer au second mandat à la cohabitation. Oui. C'est ça aussi, c'est pas forcément pour le faire du mal. C'est-à-dire que le dernier mandat, vous cohabitez. Vous êtes président de la République, l'autre est... Non, le peuple n'a pas forcément fait ses calculs, parce que vous savez, la différence est très ténue. On l'a dit tout à l'heure, presque pas même 2 points, 1, quelque chose. Et je crois que ça peut être renversé, ça peut être rassemblé au niveau de l'Assemblée. Ça veut dire que, avec ce qui s'est joué comme élection, l'un comme l'autre peut être candidat, parce que la différence est si petite, est insignifiante pratiquement, et la tendance là peut être inversée au niveau de l'Assemblée, surtout qu'au niveau pour l'élection législative, il y a plusieurs candidats, ça se joue sur le terrain, c'est une élection de proximité, ce n'est pas une élection sur le plan national où on ne voit que 2 super candidats qui font campagne, mais ici, au niveau des législatives, il s'agit d'un scrutin de proximité où les gens vont aller parler à leurs parents, aller parler aux amis des parents, etc. Vous allez dans un milieu où vous êtes connu, donc vous constatez que ce n'est pas pareil avec l'élection, avec le scrutin présidentiel. Voilà.
ici maintenant, et je voulais déjà dire quelque chose, que tout ne se joue pas toujours au niveau du scrutin. Il faut que, parce qu'en Afrique, lorsque vous perdez l'élection présidentielle, on a l'impression qu'on a tout perdu, alors que le pouvoir, la discussion peut se poursuivre, ou bien la dispute peut se poursuivre au niveau à l'Assemblée aussi. Il faut chercher à asseoir son pouvoir à travers l'Assemblée. Ce n'est pas seulement l'Assemblée, à travers les élections communales, régionales, etc. Et je crois que maintenant, comme ça se fait au Togo, je crois que ça se faisait déjà depuis quelque temps au Ghana, où les gens prennent leurs armes en matière politique à travers les petits scrutins. Voilà, et ils affûtent les armes à partir des scrutins communaux, régionaux, avant de venir même à l'Assemblée. Je crois que c'est ce qui se passe généralement dans les pays comme la France, qui sont dits des pays de vieille démocratie, etc. Et je crois que il faut que les Africains aussi prennent le pas sur les devanciers pour se dire que on peut installer son pouvoir non pas seulement à la tête de l'État, mais aussi à travers différents instruments de gestion de pouvoir. Ça peut être une gestion à la base, au niveau des communes, au niveau des régions, etc. Il ne faut pas se dire que lorsqu'on perd l'élection présidentielle, on a tout perdu. Le parti peut vivre à travers ces contradictions, l'opposition qu'il apporte au pouvoir central dans les différents compartiments du pouvoir. En tout cas, vous parlez comme un militant des forces socialistes de l'avenir. Ben si, alors là, j'ai un satisfait de ce... Non, il faut prendre le pouvoir à la base, c'est tout à fait, il faut amener les gens à prendre à partir de la base. Il faut changer les donnes. Il faut que le pouvoir vous soit donné depuis la base. Ouais, ça suppose que les acteurs politiques soient patients pour apprendre, parce que la politique suppose aussi un apprentissage. Et je crois que généralement, comme il est très jeune, il a déjà une structure, et je crois qu'il est patient. Il se dit que c'est une course de fond. Même malheureusement, ce que nous constatons au Togo, en tout cas pendant 30 ans, c'est que les gens qui sont arrivés brutalement devant la scène politique, qui voulaient tout de suite être président, ça aussi il faut le dire. C'est leur faute, il n'y avait plus de local depuis 87. Oui, bien entendu, mais ces gens-là que nous avons connus, que nous estimons être de grands acteurs politiques, c'est des gens c'est une génération pratiquement spontanée, c'est une génération spontanée. Même s'il y avait les communards, je crois qu'il serait resté quand même une génération spontanée. Le processus électoral au niveau du Ghana, surtout le jour du vote jusqu'à la proclamation, il y a eu 5 morts. La proclamation des résultats hier a donné lieu à plusieurs échauffourées. Oui. Il faut souhaiter que le Ghana tourne rapidement cette page. Oui, c'est ce que je regrette. C'est pour cela que je vous disais tantôt que le Ghana est un exemple de démocratie. Il ne faut pas compiler à un moment donné. Si vous êtes un exemple, il ne faut plus retourner en arrière. Il ne faut pas faire regarder dans le rétroviseur et de devenir comme les autres. Nous, au Togo, nous sommes en train de faire l'effort de sortir de ces genres de choses. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte, on se dit, ben voilà, oui, on n'est pas d'accord, on peut ne pas être d'accord sur cette... On sait que, je ne sais pas si c'est sur votre plateau ici, j'ai dit un jour, beaucoup de personnes m'ont dit, mais les législatives au Togo, d'abord, je n'ai jamais été d'accord que nous n'ayons pas participé, ça je vous l'ai dit, mais au sorti des législatives, je n'ai pas été d'accord de la façon dont ça a été fait. Je considère que ceux qui sont sortis des députés sont des députés de la République togolaise. C'est à moi de prendre les dispositions. Et la prochaine fois, ça ne va plus arriver. Un pointage. Je me prépare à ne plus commettre ces erreurs-là, c'est tout. Mais je n'ai pas besoin de perdre mon temps, maintenant en faisant même la perte balle. Donc, c'est cette tension qui se termine par les mots. On ne va pas. La politique, c'est pour aider les gens. C'est pour même le bien des communautés. On ne peut pas aller aux joutes électorales et ça se termine par les morts. Ça, c'est tellement regrettable. Et moi, quand j'ai écouté tout récemment aux États-Unis, on dit il y a contestation et tout ça. Je me dis, mais voilà, l'Afrique est en train de faire des progrès, on transporte ce que nous sommes en train de combattre à tout de suite. Donc, il faut faire l'effort. La nouvelle élite africaine, ceux qui veulent vraiment installer la démocratie. Je crois que c'est de ça que vous avez parlé. Il faut que les jeunes soient patients. Il faut refonder la démocratie dans notre pays. Il faut reprendre les choses à la base. Voilà qui nous amène à la grande pause maintenant et on va revenir après le journal continu.